Bismillah. Sud-ouest du Missouri, 1885. Les Erzinger jouissaient d'une étrange réputation. C'étaient certes de bons chrétiens, de ce côté-là, il n'y avait rien à dire. À leur union, Erzinger, le patriarche, était un ancien prédicateur évangéliste. Après avoir longtemps parcouru l'Amérique en chariot bâché avec sa femme et ses 6 enfants, il avait fini par acquérir un ranch, Lost Eden, où il s'était installé 16 ans auparavant avec toute sa nombreuse famille. Outre le patriarche, la tribu se composait de la rigide Sarah Gansett, la gouvernante, qui avait élevé les enfants à la mort de Rebecca, la femme d'Alernion, de Job Erzinger, le frère d'Alernion, vieux garçon silencieux, qui vivait dans l'ombre de son aîné, de Joshua, Joachim et Joseph, les fils du patriarche, dont les 2 premiers étaient mariés respectivement à Abigail et à Ruth, 2 femmes choisies par leur père au sein de communautés puritaines de la région. De Naama, la fille aînée, flanquée de son mari Jéroboam, un simple d'esprit. De Noémie, la fille cadette, qui ne résidait pas au ranch habituellement, mais au village où elle tenait une nurserie avec son mari. Et de tout un Essaïm de petits-enfants entre 1 et 12 ans, dont on aurait bien été en peine. Au village, de distinguer duquel des différents couples cohabitaient au ranch, chacun était issu. Enfin, il y avait le coyote. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, il lui semblait qu'on l'avait toujours appelé ainsi. On l'avait aussi toujours battu, enfin battu plus que les autres, car la famille Erzinger n'était pas tendre à l'égard de ses rejetons. Aussi loin que remontait sa conscience, Coyote savait qu'il était différent. Mais en quoi? Il ne savait pas, ni pourquoi la plupart des siens le poursuivaient de leur mépris et de leur haine. Mais peut-être était-ce normal, peut-être que ça se passait comme ça dans toutes les familles. Coyote ne pouvait pas savoir, car contrairement aux autres enfants Erzinger, Coyote n'allait pas à l'école. Il venait d'avoir 9 ans. Ce soir-là, Coyote avait été battu plus fort que d'habitude. Effrayé par la colère du patriarche, le corps rompu, il s'était enfui, le temps que ça se calme. Oh, pas très loin, où aurait-il pu aller? En cette nuit d'automne, il ne faisait déjà plus assez chaud pour dormir à la belle étoile. Coyote courut droit devant lui, et devant lui il y eut une étable. À bout de force, Coyote entra, se blottit dans le foin entre les vaches et s'y endormit, recroquevillé comme un petit animal blessé. L'étable appartenait aux plus proches voisins des Erzinger, les Lennemeurs, des fermiers d'origine française qui avaient emménagé là quelques mois auparavant. Les Erzinger s'étaient bien gardés de frayer avec leurs nouveaux voisins dont la religion catholique heurtait leurs convictions évangélistes. Les 2 familles s'ignoraient donc. L'irruption de Robert, le Nemeur, dans l'étable au matin, tira l'enfant de son sommeil. Mal réveillé, les cheveux en bataille, Coyote poussa un cri de terreur et se réfugia au fond de la grange, poing en avant, tel un petit chat prêt à mordre. Maigre et sale, la mine farouche, avec ses cheveux noirs trop longs, on eût dit un jeune sauvage. Le nommeur poussa une exclamation de surprise. Ça alors, un Indien. Mais qu'est-ce qu'il fiche ici? Un peu inquiet, le fermier examina les 4 coins de son étable, craignant de voir surgir du foin des guerriers peau-rouge. La région avait été pacifiée 15 ans plus tôt et le Français n'avait jamais vu un Indien de sa vie. Rassuré sur le nombre et l'âge de son adversaire, Robert appela. Mariette, viens voir, on a de la visite. Une jeune femme surgit aussitôt, suivie d'une petite souris curieuse, Céline, leur fille unique âgée de 6 ans. Oh, le pauvre, s'écria la jeune femme, il dormait là tout seul. Elle s'approcha de l'enfant, il esquissa un geste de menace. Il semblait terrifié. Alors la petite Céline s'approcha à son tour et dit avec autorité. Et il ne faut pas faire du mal à ma maman, elle est très gentille. Moi je m'appelle Céline Lenmeur, j'ai 6 ans. Et toi, tu t'appelles comment? Elle prononçait les mots avec un accent charmant. Le petit sauvage perdit son air farouche. Le coyote, dit-il enfin, je suis un Erzinger, je viens de là. D'un geste vague, il montrait la direction du ranch Lost Eden, hors de portée des regards. D'autorité, on conduisit l'enfant à la maison, malgré ses protestations. Madame Lenmeur lui fit prendre un bain, l'enveloppa dans une grande serviette et l'installa à côté de sa fille, devant un bon lait chaud avec des tartines de miel, pendant qu'elle lavait et faisait sécher ses haillons. Lorsque l'enfant fut propre, réchauffé et rassasié, elle laissa son mari l'interroger.
Alors comme ça, mon garçon, tu appartiens à la famille Herzinger. L'enfant acquiesça. Il avait assez souvent entendu répéter: Tu fais partie de notre famille pour notre honte, notre malheur et par l'abomination. Mais Coyote, ce n'est pas ton vrai nom, n'est-ce pas? C'est un surnom, ce n'est pas un nom de chrétien. Je ne connais pas mon vrai nom, on m'appelle toujours comme ça. Comme ça et aussi chien, puis toi, engeance du diable, fils de Satan. Allez, un perdu, grain de sauvage, petit dégénéré. Et je ne suis pas baptisé, ajouta tristement l'enfant. Pas baptisé, s'étonna l'honneur. Un rejeton des Herzinger. Le fermier connaissait assez la réputation dévote des Herzinger. Il les avait déjà vus passer devant sa ferme en charrette, se rendant à l'office du dimanche. Toute la tribu raide et empesée, dans ses vêtements noirs, à la réflexion, il se dit qu'il n'avait jamais remarqué parmi eux ce garçon brun qui ressemblait si peu aux autres, pâle et blanc. Tu n'aurais pas du sang indien dans les veines, toi demanda l'honneur qui tenait à son idée. Piqué au vif, l'enfant bondit à cette question. Quoi? L'associer à ces sauvages, lui, un Herzinger, alors même que sa famille priait chaque soir pour l'extermination complète de cette race. Robert n'insista pas, mais il sentit là-dessous comme un redoutable secret de famille. Alors, Coyote, qu'est-ce qui t'amène par ici? Tu voulais nous rendre une petite visite? Coyote ne répondit pas. Qu'y avait-il à dire? S'il leur racontait qu'il avait fait des bêtises, peut-être que ces gens-là le battraient. Il avait l'air gentil, mais ça ne voulait rien dire. Abigail aussi, la femme de Joshua, avait l'air gentille. Pourtant, elle s'arrangeait toujours pour le faire punir, lui, à la place de ses Salmon, le grand Amos et la petite Lia. Je vais te ramener à Lost Eden, déclara l'honneur. Mais t'avis que tu ne leur as pas dit où tu allais. Robert avait sorti son cheval de l'écurie et achevé de le sceller. Allez, petit, monte, dit-il en lui tendant la main. Retourne chez toi. L'enfant obéit d'un geste mécanique. Céline s'approcha. Coyote, tu reviendras? Pourquoi? Demanda le garçon surpris. Je suis toute seule ici. Tu veux pas être mon ami? Les yeux noirs du garçon plongèrent avec étonnement dans ce tout bleu et innocent de la fillette. Elle le considérait gravement avec un espoir et une gentillesse qui lui allèrent droit au cœur. Il jeta un regard interrogatif à la jeune femme qui tenait sa fille par les épaules. Tu seras toujours le bienvenu ici, petit, lui dit-elle. Reviens quand tu veux. Le sourire lumineux de cette femme lui donna soudain envie de pleurer. Je reviendrai, murmura-t-il. Oui, si je peux, je reviendrai. Assis sous la véranda, le patriarche flanqué de ses trois fils regardait les cavaliers approcher. Le Français n'était pas descendu de cheval qu'Alernion l'apostropha. Ainsi donc, ce garnement était sur vos terres. Nous l'avons cherché partout. Il mérite une bonne correction. Joshua tira brutalement l'enfant à bas de la monture. Et là, doucement, s'exclama Robert, vous allez lui faire mal. Ce coyote ne vous a rien volé au moins, demanda perfidement Joachim en prenant à son tour possession du garçon. L'enfant grimaça de douleur sous la poignée qui lui broyait l'épaule. Nous vous remercions de nous l'avoir ramené, dit Alernion d'un ton définitif. Robert, qui avait espéré user de ce prétexte pour lier connaissance avec ses voisins, en fut pour ses frais. Il ne serait pas invité à passer le seuil, on ne l'avait même pas encouragé à descendre de cheval. Après un vague salut, il fit tourner bride à sa monture pensif, préoccupé. Il restait au coyote à affronter la fureur du patriarche. Qu'es-tu allé faire chez ces étrangers demanda Alernion d'une voix chargée d'orage. Tu trouves que tu n'en as pas assez fait? Tu veux que tout le monde sache que nous avons sur les bras un bâtard de ton espèce? Coyote ignorait le sens exact du mot bâtard. Il savait seulement que c'était un terme de mépris qu'Alernion adressait tour à tour et indistinctement à ses fils, à ses filles et à ses petits-enfants, et que ce terme précédait de peu des coups. D'ailleurs, ceux-ci ne tardèrent pas, l'enfant les encaissa sans une plainte, sans un mot, l'œil sec et le cœur ulcéré de haine. La saison s'écoula sans qu'on ait revu le garçon. Céline demandait parfois à sa mère pourquoi il ne venait pas. Trop jeune encore pour aller à l'école et y rencontrer des fillettes de son âge, elle se sentait bien seule. Et l'hiver s'installa si rude dans ces vastes plaines de l'ouest balayées par les vents du nord, recouvertes de neige pendant de longs mois. Un soir de pluie et de froid, on frappa à la porte. Le nommeur alla ouvrir. Coyote se tenait sur le seuil, claquant des dents, transi dans des vêtements trop légers. Entre vite, fit Robert. Mariette débarrassa l'enfant de son pardessus mouillé, l'installa près du feu et lui mit entre les mains un bol de soupe. Céline le regarda engloutir là, toute vitesse, le breuvage bouillant.
Je peux en avoir encore demanda-t-il craintivement quand il eut terminé. Mariette remplit derechef l'écuelle, et il but tout aussi avidement. Robert examinait l'enfant d'un air préoccupé. Que se passe-t-il, mon garçon demanda-t-il enfin. Tu t'es enfui, n'est-ce pas? Ils ne sont pas gentils avec toi? Coyote baissa la tête. Jamais il n'avouerait cela. On lui avait promis une telle raclée s'il se plaignait. Mais ce soir, il avait jeté dehors sans manger, par ce temps glacial, avec presque rien sur le dos. L'enfant avait couru d'une traite chez les Français. Eux seuls pouvaient lui venir en aide. Frictionne-le, demanda Robert à sa femme. Il est gelé, il va attraper mal. Mariette s'approcha du garçon, tendit une main vers sa chemise. Il se recroquevilla d'un air farouche. Tu as raison, dit-elle. Tu es assez grand pour te déshabiller seul. Mais il ne faisait pas mine de quitter son vêtement. Allons, Coyote, enlève ça. Elle est trempée. Cette chemise, nous devons la faire sécher, intervint Robert. Coyote secoua la tête d'un air buté. Le fermier fit sortir sa femme et sa fille. Nous sommes entre hommes, à présent, dit-il d'un ton bourru. Ne sois pas stupide. Quitte cette maudite chemise. Mâchoire crispée, l'enfant consentit enfin à l'enlever. Les coups avaient marbré ses bras et son torse maigre de larges traces violacées. Sale brute, granda Robert, dans sa moustache, s'en prendre ainsi un enfant. Je ne suis pas toujours très sage, désexcusa Coyote gêné. Il avait peur de la colère qu'il percevait dans la voix de cet homme, peur qu'il s'en prenne à son tour à lui. Il se drapa rapidement dans une couverture. Ne leur dites pas, supplia-t-il, ils me tueraient. L'œil humide, l'honneur rappela sa femme. Prépare-lui un lit, ordonna-t-il. Elle sourit. C'est déjà fait. Un matelas avait été installé à côté de la couche de Céline. Coyote admira la gentille chambre propre et bien rangée, les jouets et les livres sur les étagères. Ce petit monde d'enfants qui rayonnait d'amour, un monde dont il se sentait exclu à jamais, pour quelque faute obscure, pour quelque péché originel dont il ignorait tout. La jalousie lui mordit le cœur. Il éprouva l'envie de faire du mal à la fillette, l'envie brutale de la voir pleurer. Il lui arracha la poupée qu'elle tenait, une poupée au fragile visage de porcelaine, la leva au-dessus de sa tête et la fracassa violemment sur le sol. Le désespoir et l'incompréhension qui se peignirent sur les traits de la gamine lui firent aussitôt regretter son geste. Il se jeta aux pieds de la Céline, en pleurant si fort qu'elle, attirée par le vacarme. Mariette fit irruption dans la chambre. Coyote leva les bras devant son visage pour se protéger. Il l'a pas fait exprès, expliqua Céline. Ma poupée est tombée toute seule. Coyote y est pour rien. Coyote considéra la fillette avec stupeur. Les deux enfants dormaient. Madame le nommeur avait rejoint son mari devant la cheminée. Il fumait sa pipe d'un air soucieux. Ils le battent, prononça-t-il enfin. Son corps est marbré de coups, et sa maigreur, on peut compter les côtes. Ces gens-là sont des brutes immondes. J'avais moi aussi remarqué des traces sur son corps lors de sa première visite, mais je ne pouvais pas croire cela. On ne peut pas croire une horreur pareille. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Quelle tristesse, nous qui aurions tant d'amour à donner à des enfants, n'avons qu'une fille unique et ne parvenons pas à en avoir d'autres, alors que ces gens-là qui ont la chance d'en avoir tant les traitent si durement. Je me suis renseigné en ville après la première visite de Coyote. Tout le monde semble ignorer son existence. Quant aux autres enfants Herzinger, ils sont certes tenus sévèrement, mais n'ont pas la réputation d'être excessivement maltraités. Elle ajouta après un silence. On m'a surtout fait comprendre de ne pas insister. J'ai l'impression que les gens du coin n'aiment pas trop qu'on mette le nez dans leurs affaires. Alors on baisse les bras, on laisse tomber, grommela son mari. Non, bien sûr que non. Ils s'enfoncèrent dans une rêverie morose. Voilà ce qu'on va faire, dit enfin Robert. Le garçon restera chez nous, tant qu'il voudra. Je ne le ramènerai pas à l'Osteden. S'ils tiennent à leur gamin, ils finiront bien par venir jusqu'ici. Alors je leur dirai ma façon de penser. 3 jours passèrent et le jeune Coyote s'apprivoisait peu à peu. Il n'avait plus cette terreur dans le regard. Quand on s'adressait à lui sur un ton un peu vif, plus ce réflexe de se protéger le visage quand on s'approchait de lui. Céline aussi l'amadouait pourtant. D'ordinaire, il détestait les jeunes enfants. Ses petits cousins lui faisaient trop souvent avoir des ennuis. Mais la fille des Lennemeur était d'une autre sorte. Elle semblait prendre un réel plaisir en sa compagnie. C'était nouveau et agréable. Coyote n'avait plus du tout envie de lui faire du mal. Robert essayait d'en apprendre davantage, mais ce n'était pas facile. L'enfant se fermait dès qu'on lui parlait des siens.
Le nommeur voulut au moins savoir qui s'en prenait à lui. Tous, fit l'enfant avec amertume. Ils sont tous après moi, mais c'est surtout mes oncles et mon grand-père. Ils me détestent parce que je suis différent. Et en quoi es-tu différent? Je sais pas. Père dit toujours ça. Père, le vieil Alernion. Et ton père? Non, c'est mon grand-père. Et tes parents? C'est qui tes parents? Ils laissent faire? J'en ai pas. Ma mère est morte à cause de moi en me mettant au monde. Et mon père, c'est le diable. Allez, Lana, c'est pour ça que je suis si mauvais. Le garçon avait prononcé cette phrase avec un tranquille désespoir, un sérieux imperturbable. Robert en resta bouche bée. Comment pouvait-on faire croire des horreurs pareilles à un enfant? Mais non, ton père n'est pas le diable. Allez, Lana, c'est impossible, voyons, se récria-t-il indigné. C'est qui alors? Demanda Coyote d'un ton de défi. Mes cousins ont tous un papa et moi je n'en ai pas. Alors c'est qui? Logique imparable. Vaincu, Robert se tut. Mais cette fois, il était bien décidé à connaître la vérité. C'est seulement à l'aube du quatrième jour qu'une petite troupe de cavaliers fit son apparition à l'entrée de la propriété des Lennemeux. Robert sortit sur le perron. Il y avait là Alernion en personne, deux de ses fils et un grand Flandrin maigre, prématurément vieilli, que Robert identifia comme le frère du patriarche. Vous n'auriez pas vu le vilain chenapan que vous nous avez ramené l'autre matin par hasard? Demanda Alernion sans descendre de sa monture. Il nous a encore faussé compagnie. Il a disparu depuis plusieurs jours. Nous sommes inquiets. Inquiets peut-être qu'il s'en aille révéler au reste du village comment vous le traitez, attaqua Robert sans embâche. Ah, parce que ce coyote s'est plaint d'être maltraité, grinça le patriarche. Il a une pierre à la place du cœur. Ce n'est qu'un paresseux, un ingrat, un hypocrite, un âne rétif. Il n'avance que sous les coups. Où est-il? Chez nous. Je ne vous le rendrai que si vous vous engagez à le traiter moins durement. De quoi vous menez-vous, bonhomme? Je ne sais pas d'où vous sortez, mais on élève tous nos gamins ici à coups de trick, et croyez-moi, ça donne de bons résultats. Si vous voulez que votre fille devienne une dévergondée, c'est votre affaire, mais laissez-nous éduquer nos enfants, chez nous comme on l'entend. Et si vous ne me rendez pas le garçon tout de suite, je vais de ce pas chez le shérif porter plainte pour enlèvement. Ici, pour un tel délit, c'est la pendaison. À l'intérieur de la maison, Coyote, Mariette et Céline ne perdaient pas une miette de cet échange. Coyote, surtout, semblait terrifié. Mariette voulut le prendre par les épaules. Il se dégagea brusquement. « Il va me tuer, marmonna-t-il. C'est sûr, il va me tuer. » Céline aussi avait très peur. « Je ne veux pas que le monsieur, il fasse prendre mon papa, sanglota-t-elle. Coyote comprit ce qu'il lui restait à faire. Avant que Mariette ait pu l'en empêcher, il se précipita sur la porte et l'ouvrit. « Je suis là, père, dit-il en s'avançant bravement vers les cavaliers. Monsieur le nommeur ne me retient pas de force. Sans maudit. Rentre à la maison, granda Alernion, dont le regard flamboya de haine. L'enfant sauta sur le cheval de Job, son grand-oncle, et les cavaliers tournèrent bride aussitôt. Robert, que Mariette et Céline avaient rejoint sur le perron, les suivit longuement du regard, le cœur serré. Désormais la brèche était ouverte. Ni les menaces, ni les raclées n'y pouvaient rien. Quand l'enfant était trop las des coups et des brimades, il allait se réfugier un jour ou deux chez ses voisins, reprendre des forces, emmagasiner un peu de chaleur humaine. S'il peut apprendre à lire et à écrire, c'est à la patience Mariette qui le dut. Il ne racontait pas ce qui se passait au ranch. Il savait trop ce qu'il risquait. Il savait aussi qu'après chacune de ses escapades, on le battrait. Mais il s'en fichait. Le foyer des Lennemeurs l'aidait à vivre et c'est tout ce qui comptait. Le scénario était invariable. Au bout d'un certain temps, un cavalier solitaire apparaissait, souvent l'oncle Job, et l'enfant le suivait sans piper mot.